En 1944, la galerie ouvre, Denise René ouvre la galerie, première exposition Victor Vasarely. Entre 1944 et 1948, elle travaille plutôt avec les surréalistes, enfin elle cherche une voie, et en 1948, la décision est prise, la galerie va désormais défendre l'abstraction géométrique. Un point, c'est tout. Donc il y a une tendance, c'est une galerie qui va défendre une tendance, qui défend toujours une tendance, c'est l'abstraction géométrique. En 1955, elle fait une exposition qui a eu beaucoup d'importance dans le monde de l'art, c'est qu'elle crée une exposition qui s'appelle Le Mouvement, et c'est la première exposition cinétique au monde. Alors évidemment, des artistes avaient déjà travaillé, Agam avait travaillé en 1954, Soto aussi un peu avant, Calder on le connaissait un peu, bon. Mais c'est la première fois qu'elle crée ce mouvement-là, une entité abstraction géométrique et cinétique. Voilà. Et donc cette exposition va orienter beaucoup de choses. Et en 1957, elle fait la première exposition en France de Mondrian, et toujours en 1957, la première exposition en France d'Albers. Donc elle a vraiment, disons, dans ces années-là, elle a vraiment pris le virage, je passe sous silence, mais pas vraiment, qu'elle a travaillé énormément avec Harpe, enfin, etc. Mais voilà, disons, 1948, le virage est pris, la galerie est une galerie qui défend l'abstraction géométrique. Et je vais vous montrer là une sculpture, qui est une sculpture qui a été exposée dans cette exposition Le Mouvement, donc 1955. Et la particularité de cette sculpture, Robert Jacobsen, ce sculpteur, travaillait, parce que c'est une partie du cinétisme, travaillait dans l'idée de l'interaction entre le visiteur et les œuvres. Donc je vous montre, c'est assez simple, il n'y a pas d'ordinateur, enfin le moteur c'est moi, et je vais déplacer une pièce, et je vais organiser la sculpture un petit peu comme je veux. Donc cette œuvre-là faisait partie de cette exposition, est une œuvre cinétique au titre de l'interaction avec le visiteur. Ce qui est très intéressant de se faire ce lien, alors dans cette exposition, il faut signaler qu'il y avait deux autres artistes qui travaillaient sur cette idée. Il y avait Agam. Agam faisait des tableaux où vous pouviez prendre des formes en couleur qui vous proposait, mais vous pouviez les changer de place et donc organiser à l'intérieur de sa proposition une nouvelle œuvre, on va dire. En tout cas, une nouvelle organisation de son œuvre. Et Paul Bury, un artiste belge, lui faisait des reliefs muraux avec plusieurs couches, et donc vous pouviez faire pivoter ces couches indépendamment l'une de l'autre, et donc réorganiser une composition sur le mur. Alors cet aparté me paraît important par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui l'art numérique, mais ça on en parlera après, parce que nous sommes sur les bases de ce que va être l'interaction avec le visiteur. Il n'y a pas encore d'ordinateur, ou très peu, Nicolas Schoeffer les a introduits un petit peu plus tard, mais en 1955, il n'y a pas un ordinateur dans la galerie, il y a des moteurs avec Marcel Duchamp, il y a des moteurs dans d'autres œuvres, mais il n'y a pas encore cette technologie, elle n'existe pas, en tout cas pas dans l'art. Donc c'est intéressant de faire ce lien. Voilà des œuvres de 1955, et elles sont en lien avec ce qu'est aujourd'hui la facilité qu'on a d'intervenir dans une œuvre. Écran tactile, mouvement du corps dans l'espace, enfin, tout ce que vous voulez, mais c'est presque naturel aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on part de là quand même. Et je crois que ce lien est important entre l'histoire de la galerie et la continuation aujourd'hui de cette tendance de cinétisme. On a une espèce de drôle d'idée, c'est quand on parle contemporain, on occulte complètement l'art abstrait géométrique, comme si c'était de l'art ancien. Et on ne met presque jamais à côté de art abstrait ou cinétisme le mot contemporain. Or pour moi, contemporains sont les artistes d'aujourd'hui qui travaillent avec les matériaux d'aujourd'hui, avec les idées d'aujourd'hui. Les Américains, en 1966, quand ils ont fait l'exposition Le Mouvement qu'avait fait Denise en 1955, ils ont trouvé un très joli mot qui est op art, optical art. Mais en trouvant ce mot qui sonnait bien et qui marque bien, et que j'utilise volontiers, on occulte que le cinétisme, c'est beaucoup plus large. L'optical, la partie optique du cinétisme, ce n'est qu'une partie. Vous avez vu la partie en mouvement, il y a des parties en mouvement créées par le spectateur, vous avez une partie où il y a des moteurs qui du coup vont faire bouger les œuvres, c'est le cas de Marcel Duchamp pour citer de quelqu'un de très connu, et vous avez des parties aussi où l'air simplement fait bouger les œuvres, c'était le cas de Calder à l'époque. Et enfin, vous pouvez intervenir d'une manière différente dans l'œuvre, c'est-à-dire vous vous déplacez devant l'œuvre et l'œuvre va changer.
C'est le cas de Soto, qui quand vous vous déplacez, il y a des vibrations. C'est le cas de Cruz dièse, où quand vous vous déplacez, l'œuvre est différente. Donc tous ces aspects-là, et je n'ai pas cité Vasarely, qui lui a une partie de son œuvre qui est purement optique, c'est-à-dire quand c'est votre rétine qui joue, et votre cerveau bien sûr, hein, et qui a des œuvres qui sont aussi plus je me déplace devant l'œuvre et l'œuvre change, vibre en tout cas. Voilà. Mais c'est tout, le cinétisme, c'est cet ensemble complet. L'op art est une petite partie, non négligeable, mais une partie du cinétisme. Et c'est juste pour dire, non pas, c'est pas bien d'employer tel mot ou tel mot, mais je crois qu'il faut toujours situer les mots. C'est-à-dire que op art et cinétisme, il faut comprendre qu'en réalité, c'est la même chose. C'était juste, à l'époque, aux États-Unis, en plus, il y avait le pop art. Donc c'était bien op art. Vous voyez, c'est juste des effets de communication. Après, j'ai pas de problème avec les mots. Donc appeler que cet art-là est op art, pourquoi pas. Juste, il faut qu'on s'entende sur le mot, c'est tout. Et j'aurai la même réflexion sur le numérique, puisqu'il faut aller dans les choses à fond. Je trouve qu'aujourd'hui, on utilise trop facilement le mot art numérique. Et pour la même raison que pour l'op art, c'est un mot qui mérite, qui ne me gêne pas en soi, simplement il faut qu'on se mette d'accord sur ce que c'est. Et pour moi, l'art numérique, c'est un petit peu, je vais caricaturer, mais j'ai jamais entendu parler l'art du pinceau pour parler de Picasso et en même temps de Mondrian. Ils utilisaient des pinceaux, mais on disait jamais « Oh, c'est l'art du pinceau ». Donc, je caricature un peu. Je dirais que pour moi, l'art numérique, c'est des moyens numériques mis à disposition de tout le monde, et dont certaines personnes plus sensibles et plus particulières, comme les artistes, comme les designers, comme les gens de la mode, même la publicité, l'architecture, utilisent ces outils. Mais du coup, l'art numérique est beaucoup trop large, contrairement à l'op art qui est trop serré, l'art numérique est trop large, parce que, pour moi, un artiste qui va utiliser ces moyens numériques, il peut faire des choses tellement différentes, tellement larges. Donc j'ai fait une exposition avec des œuvres numériques et je l'ai appelée cinétique numérique. C'est-à-dire je ne rejette pas les mots, simplement je demande qu'il y ait plus de précision sur les mots. D'abord, il y a toujours eu un sujet, dès qu'il y avait des nouveautés, un sujet qui s'ouvrait comme ça. Je me souviens très bien, à l'époque où le Parc, le groupe de recherche d'art visuel, les artistes en lumière et mouvement, Vardanega, Boto et tout, ont utilisé des nouveaux matériaux comme le plastique, le plexiglas, la lumière, l'électricité et tout. On s'est dit, oh là là, c'est joli, c'est amusant. Non, certains disaient, qu'est-ce que c'est que ces joujoux horribles? Mais bon, dans l'ensemble, quand même, les collectionneurs acceptaient et tout. Mais tout de suite, s'est posé la question, mais et demain? Qu'est-ce qui va se passer? Et demain, ma lumière, peut-être qu'elle ne va plus exister, ces ampoules, ce qui est vrai d'ailleurs, hein. Ou peut-être que le plexiglas qui a été utilisé va s'user, et comment on va faire? Donc ces questions sont permanentes dans le domaine de l'art. Elles se posent avec plus ou moins d'importance, elles se posent à différents moments, et en général, même toujours, elles trouvent leur solution avec le temps. Là, on est au début, effectivement, de quelque chose qui est très particulier, parce que c'est quelque chose de courant. Vous avez un ordinateur, un téléphone portable, donc on utilise sans arrêt ça. Et en même temps, on sait aussi qu'on change assez souvent d'appareil. Que si jamais on ne change pas, bon, des fois c'est des questions de mode, ça ne nous intéresse pas, mais si jamais au bout de quelques années on est resté, on ne peut plus mettre à jour les programmes, bon. Là, on est dans un cas de figure heureusement un peu différent. C'est-à-dire que le programme est un programme maîtrisé par l'artiste qui n'a pas son évolution dans le temps. C'est un programme qui vous montre une œuvre, même s'il y a un algorithme, même si cette œuvre se développe, etc. C'est quand même un programme écrit et fini. Donc on peut d'abord, ce programme est conservé à suffisamment d'endroits différents et dans suffisamment de disques durs pour que tout ne disparaisse pas. Donc on a confiance sur le fait que ce programme dans le temps va exister. Et moi j'ai assez confiance, parce que je ne crois pas qu'il y ait un des problèmes immenses là-dessus, c'est qu'on sait aujourd'hui faire marcher des vieux programmes de Atari ou des choses qu'on ne sait même plus ce que c'est aujourd'hui, des vieux jeux idiots, et ils ont trouvé des moyens pour mettre un programme au-dessus du programme pour que ça puisse tourner sur les machines plus modernes. Donc je ne me fais pas trop de soucis là-dessus.
Mais c'est une vraie question quand même. La chose tout à fait passionnante pour moi aujourd'hui, c'est qu'il y a un nouveau lieu dans Paris. C'est pas tous les jours qu'il y a un nouveau lieu dans Paris. EP7 donc, est un lieu qui en plus est consacré, ou du moins avec une orientation très très forte sur le numérique. Et ça a été l'occasion pour moi de faire le lien avec EP7, la galerie Denise René, grâce à l'artiste Santiago Torres qu'on représente, et qui va être le premier invité de EP7. Du coup, un lien tout à fait, je dirais, magique, et avec un grand bonheur pour moi de participer à ça, et un grand bonheur d'un nouvel établissement qui se donne de nouveaux moyens. Vous voyez que je ne suis pas anti-numérique, hein, je précisais juste sur les mots. Hein. Après, il y a une autre chose qui est tout à fait passionnante. C'est pour la galerie, 1955, dont on a déjà beaucoup parlé, qui est le socle vraiment de l'art cinétique, c'est aussi un texte de Vasarely et qui réclame l'art dans la rue. L'art à la portée de tout le monde, dans la rue. Et là, où est-ce qu'on est? On est sur des écrans qui s'affichent dans la rue. On a l'art de Santiago Torres qui s'affiche dans la rue. La boucle est un peu bouclée pour moi. Hein.